chaque fois qu'il nous est donné l'opportunité de vous servir. Bienvenue dans votre talk show, votre rendez-vous immanquable de la mi-journée. Eh bien, au sommaire de cette émission, ma difficile enfance m'a volé une partie de ma vie. Je ne serai pas seule sur le plateau, comme d'habitude, vous le savez bien, le logiciel Dr Philo, le philosophe du groupe le plus fou d'entre nous. Alors, je ne sais pas ce qu'il est en train de fabriquer et ne me demandez pas ce qui se passe dans sa tête parce que je ne sais pas du tout. Aya Lebel sera là pour nous parler beauté, quelques astuces de beauté, voilà, elle est toute ravissante. Et puis n'oubliez pas, Nadiani Diarra va nous remonter les bretelles par rapport au savoir-vivre, la maîtresse du secteur, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et on termine avec les informations médias avec Jean-Michel Onin. Voilà, le décor est planté, les chroniqueurs sont prêts, le public aussi. On va partir parce que c'est midi, c'est maintenant. On fait le show avec le public. Bravo. Merci. Merci de votre fidélité et aussi de votre dynamisme. Merci d'être des nôtres. On a à peu près 52 minutes à partager ensemble, 52 minutes de bonheur avec Nadiani qui trouve que c'est vraiment trop court. D'accord, on va essayer de plaider pour prolonger un peu. Nadiani, Aya Lebel, Dr Philo et Jean-Michel Onin va nous rejoindre, on les a déjà vus et on veut les revoir encore et encore. Philo, je ne sais pas, cet accoutrement, qu'est-ce qu'il signifie? Oui, j'aimerais comprendre aussi. Non, mais c'est simple, c'est une robette, c'est une petite robe. D'accord. Voilà, et donc, au fait, ça me rappelle mon enfance, au fait. Tu es sûr que ça... Attends, voilà. non. Ça me rappelle mon enfance, au fait. Ce matin, tu es sûr que ça représente l'enfance? C'est l'enfance, oui, c'est qui ne ressemble pas enfance. C'est des petites robes où... Imprimé panthère. Seulement que j'ai mis un body en bas pour ne pas que, bon, on va dire qu'il y a beaucoup de mouches sur moi, c'est pourquoi j'ai couvert ça. Ouais. Sinon, ça me rappelle mon enfance. Mais en quoi est-ce que ça te rappelle ton enfance? Non, mais au fait, quand j'étais petit, il y a ma tante... J'ai pensé que tu allais dire quand j'étais petite. Non, quand j'étais petit, au fait, voilà. Non, je suis un homme, non. Voilà. Mais quand j'étais petit, vraiment, j'ai vécu une enfance difficile. Et c'est moi qui lavais les marmites. Une cour de 42 personnes, c'est moi qui lave marmite. Voilà. Donc, attention que quand les étrangers venaient à la maison, bon, maman, elle avait honte. Bon, quand on voit un garçon qui est en train de laver, elle me donne des robettes comme ça, je portais les robettes. Et puis je lavais. Mais, donc ça t'a traumatisé, ce que vous ne savez pas que vous allez découvrir ce matin, c'est que, vous voyez là, c'est un peu comme genre, panthère façon là. Voilà. Ange Faro et moi, on a vécu dans la même cour. Ah, je comprends. Voilà. Je comprends tout là. C'est mon cousin. Je comprends tout. Voilà. Eh bien, à la suite de Dr Philo, il faut bien sûr noter que de nombreux enfants dans le monde, malheureusement, sont victimes de violences psychologiques, de violences psychiques, de violences, on va dire, physiques aussi. Mais il est difficile de pouvoir identifier, il est difficile de pouvoir réaliser, de pouvoir définir toutes les traces et les marques que cela laisse sur leur vie. Alors, on a décidé aujourd'hui de parler de maltraitance, bien évidemment. Ma difficile enfance a volé une partie de ma vie. C'est donc le thème du jour. Dr Philo, qui est certainement passé par là. Imaginez un enfant, un très petit garçon, qui se met à laver des marmites, on va dire de 42 personnes. Je ne sais pas ce qu'il a vécu. Des chômeurs en plus. Il mange beaucoup. Hein. Enfin, non, je plaisante. C'est pas vérifié. On retrouve tout de suite Dr Philo pour son avis sur le thème. Bon, en ce qui me concerne, j'ai eu une enfance difficile, mais ça m'a forgé, ça m'a permis de comprendre les réalités de la vie. Et aujourd'hui, ça m'a permis de m'insérer dans le tissu social. Et puis parce que, vous savez, il y a un adage qui dit chez nous en Afrique que si rien ne t'arrive, tu ne connaîtras rien. Donc quand tu souffres comme ça, là, et demain quand tu réussis, c'est une bonne chose. Mais
notre appel, notre invité qui a vu une partie de sa vie volée par son enfance difficile, c'est une très bonne chose. Ah bon? Ah, je dirais Dieu merci. Tu tires en même temps les conclusions? Non, non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais il faut mieux que ça vole une partie que ça vole tout. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est bien. Vu comme ça. Ah. Tu préfères que ton enfance là vole une partie de ta vie au lieu que toi-même tu deviennes voleur ou voleuse. Si tu, tu es là dans le billard, tu n'as pas vécu de trucs, c'est pas bien. Non. Mais malheureusement, on assiste à quoi? C'est ça, hein, c'est déplorable quand même. Des femmes, des enfants. Souvent, tu vois des enfants, des jeunes filles. Généralement, c'est sur les jeunes filles, on voit. Hein? Mais les corvées là sont tellement difficiles qu'on se demande. On devine en même temps si la femme qui est à la maison, c'est sa maman ou ben, c'est pas sa vraie maman. Dans le voisinage, on voit, nous, là, on s'intéresse et on voit la fille, elle va changer gaz, elle va laver les enfants, elle va laver assiette, cuillère, quoi encore. Parfois même, là, elle est obligée de laver l'immeuble où elle habite. L'immeuble. Tu as certainement fait des photos. Bon, les preuves sont beaucoup spirituelles au fait. Pas trop c'est spirituel. Je vois ça, mais voilà. Mais je vais vous envoyer des photos. Et quand c'est comme ça, la fille, après tout ça, elle va accompagner l'enfant à l'école. Et puis l'enfant, mais qu'elle accompagne à l'école chaque matin, il a toujours 1, 2, 0. Et ça l'énerve. Elle accompagne l'enfant. L'enfant est nu. Et ça énerve. Généralement, c'est des filles qui font des cauchemars dans la maison. Cauchemar chaque mais travail difficile. Vous connaissez, 2 heures du matin. Et dans le rêve, même dans le cauchemar, quand elle se réveille, elle est en train de laver le 3e pont. Et quand c'est comme ça. C'est évident. Après l'immeuble, c'est le 3e pont. C'est des cauchemars, mais je pense que, comme je le disais pour clore mes propos, je dirais que c'est une bonne chose. Il faut souffrir pour réussir. Parce que si rien ne t'arrive, tu ne peux rien connaître. Pourquoi une petite partie, cette partie qui reste là, pourquoi pas l'utiliser pour combler ce qu'elle n'a pas pu avoir? C'est le philosophe qui parle. Voilà, il faut utiliser cette partie-là qui n'a pas été volée pour combler le reste, pour essayer de ne dis pas tout, garde la suite. Oui. C'est trop, garde philosophique. Pour tout à l'heure. Merci beaucoup, on applaudit trop fort. Docteur Philo, avez-vous déjà été victime de maltraitance par un membre de votre famille? C'est la question du micro-trottoir. Voici quelques réponses. Je n'ai jamais été victime par la maltraitance d'un membre de ma famille. J'ai été toujours bien traité avec mes frères et sœurs, surtout mes parents m'ont toujours bien traité. Je n'ai jamais été victime de maltraitance par un membre de ma famille. Je n'ai jamais été victime de maltraitance par un membre de ma famille. Eh oui, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Nous allons recevoir tout de suite notre invité témoin qui s'appelle Mariam Diabaté. Eh bien, elle a été victime de maltraitance à son enfance. On va recevoir tout de suite son témoignage. Mariam qui nous rejoint. Bonjour Mariam. Bonjour Caroline. Et merci d'avoir répondu donc à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça va? Ça se passe bien? Ça va. Ben ici, personne ne va vous maltraiter. Hein. Alors, expliquez-nous, vous avez été donc victime de maltraitance pendant votre enfance. Dans quel environnement avez-vous grandi? Alors, déjà, je dirais que quand j'étais petite, mon père et ma mère se sont séparés. Et voilà, j'ai dû aller vivre chez mon père qui était marié à une femme, à une autre. Donc, vraiment, la cohabitation n'a pas été facile. Voilà, ça a été quand même difficile. D'autant plus que cette dame avait aussi des enfants. Si je venais dans la maison que la dame n'avait pas du tout d'enfants, que j'étais toute seule, je pense qu'on ne sentirait pas la différence tout de suite. Mais seulement il y avait des enfants. Mais la différence se situe à quel niveau juste? Ben, déjà, il fallait que je sois celle qui fasse un peu tout dans la maison, qui, en même temps que je partais à l'école, donc qui aide à la cuisine, qui fait la vaisselle, qui fait un peu de tout à la maison. Et qu'est-ce que vous auriez souhaité à cette époque-là? Dormir, quand vous laissez dormir, regarder la télévision? Peut-être, non. Vous avez quel âge à peu près? J'étais en classe de CE2. C'est quand même. Vous étiez quand même jeune. Voilà, j'avais 9 ans.
Voilà, donc je crois que ces tâches-là, il fallait peut-être attendre le week-end. C'était des corvées. Oui, c'était des corvées. Oui, quand même. Il fallait attendre le week-end pour aider celle qu'on considère comme sa mère à la cuisine, à la vaisselle et tout, mais pas avant d'aller à l'école le faire et partir et revenir le soir et le faire encore avant d'étudier, avant de dormir et tout ça. Vraiment, ce sont des choses qui ne sont pas très faciles à concilier, on va dire. Mais je veux savoir, puisque votre nouvelle maman avait déjà des enfants, est-ce que ces derniers participaient aux tâches ménagères? Pas vraiment, non. Pas vraiment? Non. Non ou pas vraiment? Non, non. Puisqu'il y avait votre père. Oui. Mais qu'est-ce que lui, il en disait de vous voir, vous faire toutes ces corvées-là? Malheureusement, mon père, il ne voulait peut-être pas, à ce moment-là, faire de discrimination, me défendre devant cette dernière, parce que c'est quand même sa femme. C'est clair. Voilà, il ne pouvait pas me défendre et voilà, au détriment de d'autres. Donc il fallait faire la part des choses, il fallait faire l'équilibre. Voilà, et il disait ce qu'il avait à dire, il pouvait parler à sa femme quand il fallait, il le faisait, oui. Mais en même temps, il ne va pas me dire non, ne fais pas ce qu'elle t'a demandé. Voilà, non, refuse, n'y va pas, va à l'école, laisse tout ça et fais autre chose. Mais est-ce que ça vous empêchait d'aller normalement à l'école? Est-ce que vous arriviez en retard? Est-ce que vous loupiez des cours parce que vous aviez des corvées à la maison? Oui, parfois, parce que quand j'étais en classe de CE2, avec mon grand frère, on parcourait quand même une certaine distance. D'accord. Donc, on habitait Yopougon. Il fallait quitter Yopougon chaque jour pour aller à Tékoubé, parce que je fréquentais une école primaire à Tékoubé. Donc, déjà, cette distance-là était à pied, assez... aller au retour? Non, non, pas à pied, ah, d'accord. non. Pas à pied, en voiture. Là, heureusement. Voilà, déjà, c'était une distance importante. Donc, de là, encore dire, avant de partir, là, il faut que tu fasses ça. Vraiment, c'était difficile. Forcément, voilà. Mais c'était quoi, je veux dire, en dehors de ça, parce que pour ce que vous êtes en train d'expliquer, il y a beaucoup d'enfants qui l'ont vécu, il y a des personnes même qui ont vécu avec leur maman, mais par souci de leur apprendre à travailler, exactement. Donc par éducation, leur ont transmise certaines choses. Donc on dira, mais c'est normal, mais en dehors de ça, il y a certainement eu des souvenirs qui vous sont restés, des choses douloureuses qui vous ont certainement marqué. C'est quoi? Oui, effectivement. Déjà, je suis restée une personne introvertie, une personne renfermée sur elle-même. Non, au-delà. En fait, vous n'avez pas bien compris ma question. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver d'abord sur ce que ça a provoqué. Oui, on estime, selon le témoignage que vous nous avez rendu hors antenne, que vous avez souffert, que vous avez été victime de maltraitance. Peut-être qu'aujourd'hui, avec du recul, vous n'arrivez plus à mettre forcément les mots là-dessus. Mais est-ce qu'il y a eu des violences physiques? On vous a battu à sang? Il y a eu des choses vraiment qui ont laissé non seulement des traces physiques et des traces psychologiques, il faut nous le dire. Oui, mais surtout des traces psychologiques. Les traces physiques. Mais qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a vraiment marqué, c'est vrai que je recevais des coups. C'est vrai que j'étais battue. Comme tous les enfants, hein. En Afrique, c'est légion, les cas sont légion. Hein. Hey, non, tu n'as pas fait ça. Non, c'est pas... Voilà, pour qui tu te plains? Je t'ai dit de ne pas faire ça, mais c'est ça, malheureusement. Mais non, ce n'était pas que juste des fessées ou juste des gifles, juste pour corriger un enfant. Non, c'était pas ça. Mais c'était assez violent quand même. Comment c'était violent? On vous battait avec quoi? Je sais pas. Oui, on m'a souvent mordu. Mordu? Oui. Ah, on m'a souvent mordu. On vous mordait? Oui. C'est chez qui mord, c'est l'homme mort. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir les traces parce que voilà. Mais ça a surtout laissé des marques psychologiques. Mais mordu comment? Moi, je veux savoir. Est-ce qu'il y a bon, mort et mordre? L'histoire se passe quand je suis en classe de CM2. Donc, j'allais à l'école et on avait des congés. Des congés, je crois, de 2 semaines ou 1 semaine, je ne sais plus trop.
Et le maître à l'école, il nous a donné des exercices, exercices de 2 pages, exercices de mathématiques et tout. Et donc, ce jour-là, le lendemain, moi, je me suis levée, je dis, bon, il faut que je commence à faire mes exercices. Et c'est à ce moment-là qu'elle a dit, non, il faut que tu laves les assiettes d'abord. Il ne faut pas, non. Et j'ai vu mon papa, je lui ai expliqué, je lui ai dit, non, papa, voilà, j'en ai plein, j'ai plein de choses à faire. Il a dit, non, mais fais tes exercices. Je précise que c'est quelqu'un quand même qui m'a toujours soutenue, on va dire. Et donc, il a dit, non, fais tes exercices, après tu feras la vaisselle. Bon, après, quand il a fini de dire ça, il est sorti. Voilà, il est vraiment, c'était... Ça a été difficile. Ça a été difficile après, voilà. Et puis, c'est ce jour-là que... Vous avez été mordu. Voilà. J'ai une question, moi, Caroline. Je me demandais, en fait, quel était le sentiment que vous aviez à cet âge-là? Parce que vous dites que ça a été une enfance difficile pour vous, mais on sent que votre père était quand même un peu présent. C'est quoi le sentiment qui vous a fait vraiment vous rendre compte qu'on vous avait volé votre enfance, quoi? Vous aviez la haine contre cette femme, ou bien vous en vouliez à votre père, ou bien vous vous sentiez pas aimé, en fait? C'est quoi le sentiment qui était majeur en vous? Le sentiment, c'était que mon père soit impuissant devant tout ça. Voilà, qu'il soit impuissant. Il savait qu'on vous battait, il savait puisque que ça se passait là, sous ses yeux, mais il ne pouvait pas. Parce que je précise que je suis du Nord et au Nord, il y a beaucoup de choses à respecter. Il faut, voilà, surtout la famille, c'est très important au Nord. Quand les aînés parlent, il faut se taire, il faut écouter, il faut juste exécuter et tout. Bon, voilà, c'était ça. Donc lui, il avait sa grande sœur qui lui parlait, qui lui donnait des conseils aussi. Non, ta fille, ce n'est qu'une enfant. Si elle a fait quelque chose, il faut qu'on la corrige. Non, c'est pas normal. Quand sa mère lui dit « va faire la vaisselle », il faut qu'elle y aille. Voilà. Et il y a une chose que vous ne nous avez pas dit sur ce plateau, je ne sais pas si c'est le trac qui est à la base, l'excision. Parce que vous m'avez expliqué aussi que cette femme vous a pratiquement obligé à vous faire exciser. Là, je ne sais pas si votre père était informé, mais ça vous a aussi marqué parce que les sœurs que vous avez, vos demi-sœurs, enfin, j'aime pas trop le thème, mais vos sœurs n'ont pas été excisées. Vous avez été la seule à être excisée. Ça se passe quand j'ai 9 ans. C'était des vacances, donc j'étais chez ma mère à ce moment-là et elle est venue me chercher. Elle m'a dit on va aller au village, il y a une grande fête au village. Donc on arrive au village, effectivement, il y a une fête et tout le monde est bien habillé dans de gros pagnes et tout. Ça se passe bien et jusqu'à 5 h du matin, jusqu'à ce qu'on nous dise on va aller au champ, on va aller dans tel endroit, venez, suivez-nous. Donc on suit les dames et on arrive quelque part dans une brousse. Et là-bas, on nous réunit et on nous prépare, on nous fait de la bonne nourriture et tout ça. On vous nourrit bien, vous êtes bien accueillis et tout ça. Jusqu'à ce que je vois une petite fille qui arrive avec sa maman en train de pleurer. Elle est en pleurs, elle est sur le dos de sa maman, elle est en pleurs. Mais je ne l'avais pas encore réalisé. Jusqu'à ce que mon tour arrive. Tout à fait. Voilà. Et si j'en juge aux larmes que je vois dans vos yeux, ça vous a vraiment marqué. Oui, ça vous a marqué, ça a laissé des traces. Et je veux savoir, qu'est-ce que quand vous faites l'association de toutes ces expériences que vous jugez mauvaises, qu'est-ce que cela a eu comme impact sur votre vie? Déjà, ça fait de moi une personne assez timide, assez renfermée, assez introvertie. Ça s'est même ressenti. Vous n'êtes pas aussi timide que ça, vous avez une Ah oui, parce que de venir sur le plateau de séminaire. C'est pas donné à tout le monde. Ah oui, c'est vrai, parce que justement, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic et ça a été votre émission, justement. Ah, heureusement. Voilà. Heureusement, j'aime entendre ça. Voilà, donc
j'ai suivi le lancement de la dernière saison et vraiment dans les différentes capsules, j'ai vu vraiment des présentations de chroniqueurs de l'émission et c'est quelque chose qui m'a quand même motivée parce que ce sont des jeunes qui sont dynamiques et moi, on me dit la même chose. On me dit, quand je me retrouve dans des entreprises, on me dit, ah mais tu es dynamique, mais il faut corriger quelque chose. Vous avez lavé les assiettes, fait la lessive, tout ça. C'est ça. Comme Philo le disait, c'est vrai, il y a des avantages et des inconvénients. Exactement. Beaucoup d'avantages, mais même au plan musical, vous pouvez faire la musique, faites le zouglou. Oui. Pourquoi le zouglou? Non, mais le zouglou, les tests, c'est un peu l'enfance, faites le zouglou. Ah oui, je vous inspire en même temps. Oui, l'enfance a été difficile. Ah oh, non, faites la musique, ça va. Quand je vois... Justement, hein, quand Philo, tu parles de faites la musique, justement, Dieu m'a fait un cadeau, il m'a donné un talent, c'est ma voix. Ah, d'accord. Voilà, Dieu m'a donné de savoir chanter. On voit, les autres qui regardent, on voit. C'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà. J'allais vous dire de résumer votre histoire même en une phrase, une petite musique à la voix rapide. Bon, c'est pas bon. Pour nous prouver que vous avez la voix. Oui, allez-y. Votre histoire. Voilà. Non, je vais juste chanter une chanson pour dire combien Dieu est grand. Voilà. Ça fait chorale. Vos réalités... Hein, non. Bon. Ben, peut-être une autre fois. C'est pas venu. Alors donc, on comprend pour revenir donc à tout ce que cela a pu laisser comme marque, a pu créer comme conséquence dans votre vie. On va dire, vous êtes devenu une personne renfermée, vous êtes devenu une personne qui manque de confiance en elle et vous nous avez confié hors antenne que ça a été difficile. Vous avez à maintes reprises eu du travail, mais c'était difficile parce que plan rendement, ça allait. Mais les gens trouvaient que vous n'aviez pas d'assurance, vous n'étiez pas souriante, la mine était toujours renfrognée, vous étiez tout le temps triste et ça vous a porté préjudice. Exactement. Mais aujourd'hui, je veux dire, est-ce que vous avez cherché de l'aide pour sortir de cet état-là? Bon, parfois oui, j'ai essayé d'approcher des personnes, de leur en parler. Mais je me suis sentie toujours incomprise. Voilà, incomprise parce que quand j'explique aux gens en face, ils trouvent ça paradoxal. Certainement, s'ils avaient vu une main coupée, voilà, peut-être. Ils allaient compatir. Je parle, mais ils ne comprennent pas vraiment que, voilà. Et donc, je suis souvent incomprise comme ça. Et c'est justement pour cela que j'ai décidé de participer à l'émission, pour dire à tous ceux qui me connaissent, à tous mes amis, à tous mes frères, à tous mes sœurs, à mon père, voilà, que tous ces comportements bizarres qu'ils ont souvent remarqués, ce n'était pas vraiment de ma faute. C'est justement parce que j'ai vécu toutes ces expériences-là. Aujourd'hui, si vous le permettez, je veux faire une adresse à mon père. Mais votre maman, elle n'est plus de ce monde. Est-ce que vous lui avez pardonné? Bien sûr, mais bien sûr. D'accord, c'est déjà bon. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous en voulez à votre papa encore? Non, mais pas du tout. Pas du tout. D'accord, donc allez-y, et c'est là qu'on va terminer l'adresse à votre papa. Donc, papa... Avant l'adresse à votre papa, dernière question. Quels sont vos rapports avec vos frères? Oh là là, on a de très bons rapports. Et ne vous fâchez pas, hein. Elle est venue, c'est une sorte d'exutoire pour oublier tout ce qui s'est passé, pour dire que non, c'est terminé. Mais c'est pas, non, pas pour salir le nom de quelqu'un. Pas du tout. Pas du tout, c'est juste pour partager cette expérience-là, pour édifier des personnes. Et surtout que le déclic est venu de ces midis, donc il fallait venir à ces midis. Ma vie a changé. Ma vie a changé avec ces midis. On termine avec l'adresse à votre papa. Alors, papa chéri, tu es celui qui m'a toujours soutenue. Tu es celui qui m'a toujours considérée comme sa complice. Parce que toi et moi, on sait beaucoup de choses. Alors, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je veux que tu me pardonnes. Je prends la nation ivoirienne à témoin. C'est fort. Et voilà, ce matin, quand je partais de la maison, il était fâché contre moi. Et ma maman à la maison, sa femme donc, a dit à ma petite soeur, il faut dire à ta grande soeur, il faut qu'elle appelle son papa pour lui demander pardon.
je n'ai rien dit. J'ai dit non, je n'allais pas le faire par un coup de fil. Non, je vais le faire à l'émission C'est Midi. Et je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu te faire qui t'a blessé. Et même si sur ce plateau, j'ai dit des choses qui t'ont blessé quelque part, je te demande pardon. Je te demande de me pardonner. Voilà. Merci beaucoup, Mariam, pour ce témoignage. Juste un petit mot à vous dire, bravo pour ce témoignage que vous avez donné. Sachez que vous êtes une très belle femme et qu'on ne peut pas voir sur vous tout ce que vous nous avez raconté. C'est un beau message pour tous les parents et tous les enfants. Vous avez pardonné. On applaudit Miss Beauté. C'est magnifique. Oui, vraiment. Non, c'est beau. En tout cas, merci. Merci d'être venu nous rendre ce témoignage et on espère, puisque le déclic est venu de C'est Midi, vous commencez à reprendre confiance avec tous les conseils que vient de vous donner Aya Lebel. Vous pouvez prendre son contact après, hein. Elle va vous coacher là pour dire voici comment, voilà. Donc, alors, on va terminer tout simplement pour demander aux parents, ça c'est une doléance, hein. Quand vous êtes aimé dans votre enfance ou non, vous apprenez à aimer vos enfants, apprenez à les encourager, à leur dire bravo. Il ne faut pas tout le temps les brimer, les chicoter. Non, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Voici l'enfant, le voisin de l'autre. Non, il faut arrêter tout ça. Apprenons à donner de l'amour à nos enfants. Ça va les aider à grandir et à avoir de l'assurance. C'est ici qu'on va partir pour la pub. C'est nous y revient dans quelques petits instants.